Bienvenue dans nos previews saison 2024-2025. Vous voulez tout savoir sur l'année à venir? Construire votre nouvelle équipe sur NCAA 25, TTP est là pour vous. Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle preview de The Trick Play pour la saison 2024. Aujourd'hui, vous n'entendez pas Elio puisque nous allons parler de Notre-Dame, équipe que je supporte. Nous commençons dès à présent, mais avant cela, je vous propose d'aller écouter si vous voulez en savoir plus sur Notre-Dame, si vous êtes fan de Notre-Dame ou si vous voulez le devenir. Nous avons fait un épisode entre fans des Fighting Irish, un épisode long de 3 heures, mais qui explique en long, en large et en travers la saison 2023 de Notre-Dame et celle à venir, la saison 2024. Nous allons suivre le plan qu'utilise Elio dans les autres previews, en commençant par un retour sur les matchs de 2023, une année qui, ma foi, a été plutôt décevante, même si nous terminons avec un bilan de 10 victoires et 3 défaites. Nous nous attendions à mieux, notamment avec l'arrivée de Sam Hartman au poste de quarterback en provenance de Wake Forest. Alors la saison avait plutôt bien commencé avec une victoire vraiment très encourageante en Irlande à Dublin contre Navy, 42-3. Bon, s'en est suivi aussi une belle victoire face à NC State et face à Central Michigan, avant de chuter face à Ohio State à domicile, alors que je pense que vous vous souvenez de ce scénario. Nous perdons littéralement à la dernière seconde du match sur une formation où il manquait un joueur, un defensive end, certainement ce joueur-là manquant qui aurait permis au running back des Buckeyes de ne pas inscrire son touchdown en force. Ce qui fait que nous avons perdu sur les 2 années, sur 2 années d'affilée, notre rencontre, notre home and away contre Ohio State. 17-14 là cette fois-ci. Heureusement, la semaine suivante, parce que nous avons réussi à battre Duke 21-14 là aussi à la fin grâce à un dernier drive mémorable. Mais voilà, le stretch de rencontres tout en prime time a été trop compliqué à gérer pour nous, puisqu'on perd le 7 octobre face à Louisville. C'était le 6e ou 7e match d'affilée. Nous n'avions pas encore eu de bye week. C'était certainement le match de trop. Et voilà, cette défaite à Louisville a été de loin le pire match de la saison. Une vraie souffrance à vivre, une nuit vraiment mauvaise. Heureusement que la semaine suivante, nous battons USC sur le score de 48-20 avec une performance historique de Xavier Watts, en fait, qui a réalisé une statistique dans chaque catégorie de statistiques possible: interception, pick six, fumble, recouvert provoqué et sac. Un moment dont je me souviendrai. Puis une victoire rapide et une défaite à Clemson, la 3e et dernière de cette saison, 31-23. J'ai envie de dire que la suite sera anecdotique parce que nous avons affronté 2 équipes faibles de Wake Forest et Stanford, et que dire d'Oregon State lors du Sun Bowl à El Paso, que nous avons largement battu 40-8. Mais voilà, ces Beavers, c'était une équipe vidée, on va dire, de ses joueurs. La moitié était partie sur le portail des transferts, le coach était parti. Je rappelle que Jatan Smith a rejoint Michigan State. C'est une victoire que l'on prend parce que ça permet à Marcus Freeman de faire une 2e saison d'affilée à plus de 10 victoires. Ce genre de bilan que nous devons avoir chaque saison, mais il y a quand même un goût d'inachevé qui reste en travers de la gorge. Mais on a de la chance parce que cette saison 2024 jouit, j'ai envie de dire, d'une certaine hype plus que lors de la saison 2023, et je vais vous expliquer tout ça. D'abord, parlons un petit peu de cette intersaison, parce que cette intersaison a été très importante. Alors évidemment, nous avons eu des départs à la draft et des départs importants, à commencer par nos 2 tackles, Joe Alt qui est parti au premier tour dans le top 10 et Blake Fisher qui est parti au second. Vous verrez qu'au final, ce sera l'une de nos seules interrogations, de remplacer ces 2 superbes joueurs. Mauricio Fao, Cam Hart, Audric Estimé, grand joueur de l'histoire de Notre-Dame, Sam Hartman, Jamonte Jean-Baptiste et JT Bertrand sont les autres joueurs à avoir quitté le programme.
Comme d'habitude, et maintenant vous commencez à en avoir l'habitude avec ce college football de 2024, le portail des transferts prend une place très importante. Notre-Dame ne déroge pas à la règle, même si on peut, même si je peux dire avec une certaine assurance que nous sommes moins touchés par d'autres programmes, comme d'autres programmes. Euh, bon, peut-être pas prendre ceux de Colorado ou Texas A&M parce que là on part dans des proportions gigantesques, mais même d'une manière générale, tous les programmes voient une vingtaine de départs par saison et voire même une vingtaine d'arrivées depuis ce même portail de transfert. Nous avons eu à date 14 départs. Aucun départ a été vraiment, j'ai envie de dire, préjudiciable pour nous, si ce n'est celui de Chris Tyree, notre running back receveur, et Rico Flores, notre receveur qui est parti à UCLA. Le reste était composé de joueurs qui n'étaient pas voilà, des titulaires et qui avaient besoin de temps de jeu, ou alors des joueurs inexpérimentés, freshmen ou sophomores. Donc de ce côté-là, on s'en tire plutôt bien. Je vous détaillerai les arrivées parce qu'elles me semblent très importantes dans la présentation du roster. Là où cette intersaison a été plus passionnante, c'est au niveau du coaching carousel. Alors, nous avons perdu 3 entraîneurs. Le premier, notre coach des receveurs, Chanzi Stuckey, qui a été remplacé par le receveur de Wisconsin, Mike Brown, qui avait été auparavant coach des receveurs de Cincinnati, chez qui il avait fait du très 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 bon travail. Notre coordinateur offensif, Gerard Parker, est parti devenir le head coach à Troy. Vous savez aussi à quel point c'est important d'avoir un programme. Ça peut paraître un petit peu antinomique, mais quand on a un programme et qu'on perd sur une base régulière ses propres coachs, c'est une bonne nouvelle parce que cela veut dire pour les autres coachs qui seraient tentés de rejoindre Notre-Dame que Notre-Dame peut leur permettre d'obtenir un poste de head coach ailleurs, et ça a été le cas de Gerard Barker. Je vais pas dire que cela me déplaît parce que je pense qu'il a été ce responsable en fait de cette saison décevante, beaucoup trop conservateur en attaque, pas assez de, j'ai l'impression voilà qui ne s'adaptait pas forcément au matériel qu'il avait à disposition. Là où le départ fait un petit peu plus mal, c'est notre coach des safety, Chris O'Leary, qui est parti prendre ce même coach du côté de la NFL chez les Los Angeles Chargers. Mais il n'a pas été remplacé, en fait. On n'est pas allé faire un recrutement à l'extérieur, puisque nous avons promu notre excellent coach des cornerbacks, Mike Mickens, qui s'occupera désormais de toute la secondary. Il sera évidemment secondé par les assistants coach, par d'autres assistants coach. Mais j'ai très confiance voilà, en ce qu'il peut faire parce qu'il nous a prouvé ces dernières années avec les cornerbacks qu'il était l'un des tout meilleurs coachs à sa position. Maintenant, il faudra voir évidemment comment cela se traduit chez les safety, mais je reste assez confiant. L'arrivée la plus importante, c'est évidemment notre nouveau coordinateur offensif qui sera aussi coach des tight ends, Mike Denbrock en provenance de LSU, qui remplace Gerard Parker. Et je pense que en toute humilité, en toute objectivité, c'est la meilleure nomination, une des meilleures nominations du pays. Je m'explique, Mike Denbrock, vous le savez, c'était le coordinateur offensif de LSU. C'est celui qui a permis à LSU d'avoir l'une, si ce n'est la meilleure attaque du pays avec Jadon Daniels, qui a d'ailleurs remporté le Heisman. Et on arrive à le faire revenir chez nous. Je dis revenir parce que il est passé par notre programme déjà 2 fois. Bon, une première fois au début des années 2000 et une dernière fois en tant que coordinateur offensif sous Brian Kelly. Et il est parti de LSU. On peut se demander pourquoi est-il parti de LSU, un programme où il gagnait beaucoup d'argent, où il était en sec, où voilà, il avait du meilleur matériel à disposition. On sait que LSU est l'une des équipes qui recrute le mieux et qui, a fortiori, a l'un des meilleurs effectifs du pays. Mais je crois que Mike Denbrock avait, enfin c'est pas je crois, j'en suis sûr, avait beaucoup aimé son passage à Notre-Dame, et il fait partie de ces gens-là qui voilà, qui ont adoré South Bend, et c'est hyper rassurant parce que avec ce type de personnes, on se dit que déjà on peut aller chercher de la stabilité, ce qui n'était pas le cas au poste de coordinateur offensif ces derniers temps, hein. L'an dernier, Gerard Parker avait remplacé Tommy Rees, ce qui fait que là, c'est notre 3e coordinateur offensif en 3 ans.
Il a un superbe CV, il attirera les recrues. Enfin voilà quoi, c'est tout bénef pour Notre-Dame. Alors évidemment, on a sorti le chéquier, apparemment ça serait le coordinateur offensif le mieux payé du pays, mais Notre-Dame en a les moyens et si on n'est pas prêt à mettre cet argent sur le poste de coordinateur offensif, c'est qu'on n'a pas d'ambition et je pense que l'ambition de Notre-Dame, c'est de gagner un titre et quand on voit la gueule de l'attaque maintenant depuis quelques temps, et bah c'était le choix à faire et c'est pour ça que je suis très très content. Au niveau du strength and conditioning coach, Loren Lendo arrive. Il était chez les Broncos, il avait ce poste chez les Broncos, il avait aussi une structure privée. Des avis, j'allais dire dithyrambiques, qui se contredisent, d'autres, des gens qui ont une très bonne image de sa personne, qui ont voilà, qui mettent en avant ses résultats et d'autres qui mettent en avant justement ses mauvais résultats avec notamment des problèmes de blessures importants chez les Broncos. On verra ce qu'il en donne, mais c'est un poste très très important, surtout dans un nouveau format en 2024 du college football. Il y aura plus de rencontres. C'est important d'avoir des, des joueurs en bonne forme physique pour diminuer le risque de blessure. Du côté de l'extra sportif, si on peut l'appeler comme ça, on prolonge notre contrat avec NBC pour une durée de 10 ans. Un contrat qui a plus que doublé, même si les montants ne sont pas officiellement sortis. C'est très bien pour garantir notre indépendance. Vous savez, Notre-Dame fait plus partie de ces équipes. Notre-Dame est la seule équipe maintenant qui reste voilà, sur le marché, j'ai envie de dire, des conférences. Beaucoup aimeraient avoir Notre-Dame. Je pense à la Big Ten et à la SEC et à la SEC, évidemment. Voilà, ça nous permet de garder une certaine indépendance financière et c'est très bien comme ça. Et nous avons aussi prolongé avec Under Armour avec un contrat revalorisé, voilà, ce qui rajoute encore de l'argent dans les caisses et qui renforce notre indépendance. Et ça, c'est très, très bien. Maintenant, peut-être la partie qui vous intéresse le plus, c'est la présentation de l'équipe. Alors commençons sans attendre par l'attaque avec le poste de quarterback, puisque pour la deuxième année consécutive, nous faisons venir un deuxième quarterback depuis le portail des transferts, c'est Riley Leonard qui vient de Duke. Alors, Riley Leonard n'a pas fait une très bonne saison 2023, la faute à des blessures. Sa saison 2022 avait été autrement meilleure. Moi, je suis aussi très optimiste sur son arrivée parce que déjà, c'est un joueur qui avait montré voilà, des qualités de leadership indiscutables et parce que c'est un joueur qui est capable de courir, qui lance moins bien qu'Hartman, évidemment, mais qui court beaucoup mieux et qui se rapproche en fait du profil de Jayden Daniels, les profils de quarterback que Mike Denbrock, notre coordinateur offensif, aime bien. Mike Denbrock a aussi formé Desmond Ridder à Cincinnati et il prend un joueur un petit peu de la même trempe, du même style et je pense que voilà, avoir un quarterback capable de courir, ça rajoute une corde à l'arc de notre attaque. Le quarterback numéro 2 sera Steve Angeli, qui avait eu l'occasion de se montrer lors du Sun Bowl et c'est un très bon quarterback numéro 2. Mais les débats sont plus autour du quarterback numéro 3 parce que notre true freshman borderline 5 étoiles du dernier cru de recrutement, CJ Carr, a fait des entraînements magnifiques ce printemps et notamment un spring game de très très haute facture. Nul doute qu'il sera notre quarterback titulaire d'ici quelques années. Mais voilà, on se dit qu'en fait, Notre-Dame n'a jamais eu une aussi bonne escouade de quarterback depuis maintenant très très longtemps. Et c'est presque déroutant quand on voit celle que nous avons eue il y a 2 ans avec Drew Pine et enfin voilà, où le poste de quarterback, on a toujours eu des bons quarterbacks à Notre-Dame, on a toujours eu des bons quarterbacks de college football, mais peut-être pas ce genre de joueurs qui ont un upside évident pour la NFL. Je dis évident parce que Yann Book a été drafté en NFL, mais ce n'était pas le genre de quarterback pour la grande ligue. La grande ligue, pas la grande ligue. Chez les running backs, évidemment, on perd Audric Estimé, une saison à 1500 yards, plus de 20 TD. Il n'est pas remplaçable parce que Audric Estimé est un joueur unique. En plus d'être un bon joueur, il représentait très bien notre programme. Voilà, c'est un joueur dont moi je me souviendrai vraiment.
qui fait partie de l'un de mes préférés dans l'histoire de Notre-Dame, du moins dans l'histoire récente, parce que je reste jeune dans l'histoire récente de Notre-Dame. Mais il sera remplacé par un superbe duo, sophomore et junior, avec Jeremiah Love et Jadarian Price, pardon. Jadarian Price devrait avoir plus de portée, mais Jeremiah Love devrait recevoir plus de ballons dans les airs, à la réception. Et c'est pour ça que voilà, c'est un duo, moi, qui me rend aussi optimiste. De toute façon, là, vous allez vous dire que je suis hyper optimiste, mais c'est difficile de ne pas l'être avec ces joueurs, voilà, qui sont le résultat de classes de recrutement qui s'améliorent sans cesse depuis que Marcus Freeman est arrivé. Et c'est là où il y a une différence substantielle avec Brian Kelly. En plus, voilà, avec un coordinateur offensif expérimenté, qui est appelé à rester longtemps, qui a le genre de joueur dont il a besoin pour faire fonctionner son attaque. Je peux que l'être. Je peux que l'être très sincèrement. Se pose la question de savoir qui sera le third down back. Alors, ce sera pas Gibran Payne, celui qui devait occuper ce poste parce qu'il s'est blessé pour la saison. Alors, voilà, ce rôle reviendra à un true freshman, Aeneas Williams ou Kedren Young. Gardons peut-être un œil sur Aeneas Williams. On a eu l'habitude de faire jouer les running backs souvent ces derniers temps, les running backs true freshman. Donc, voilà, ce sera aussi un poste important à regarder, mais j'ai envie de dire, comme d'habitude, en college football, où les running backs ont, j'ai envie de dire, une place encore plus importante qu'en NFL. Chez les receveurs, il y a eu beaucoup de changements, et c'est là où le bas blessait. Nous avions du talent, mais nous n'arrivions pas j'ai envie de dire, à les développer, ces talents. Et là, on a fait venir, je vous l'ai dit, un coach et receveur qui nous a habitués à Cincinnati, à Wisconsin, à faire beaucoup avec peu. Et de ce côté-là, moi, ça me rassure beaucoup, même si je suis pas aussi optimiste que pour les autres postes. Alors, dans le Boundary, ça devrait être Jaden Thomas, le titulaire, à moins que Bo Collins, ancienne recrue 5 étoiles de Clemson, qui arrive depuis le portail des transferts, lui prenne sa place, ce qui pourrait totalement arriver. Et voilà, on a injecté beaucoup de talent. Au poste de field receiver, c'est Chris Mitchell, qui devrait être peut-être notre receveur qui attrapera le plus de ballons cette année, qui arrive en provenance de Florida International. Et il aura derrière lui Cam Williams, le 5 étoiles, et Keke Smith, deux joueurs ultra rapides. Chris Mitchell, il me semble qu'à Florida International, bon, de sûr, déjà, c'était plus de milliards à la réception, mais on approchait les 1500, ce qui est vraiment pas négligeable, surtout à Notre-Dame. Je pense que le dernier joueur à Notre-Dame à avoir approché de telles statistiques, ou avoir fait plus, putain, c'est Golden Tate, peut-être. Et Golden Tate, c'est c'est 2008, 2009, dans ces eaux-là, donc ça commence à remonter. Alors, on a eu des bons receveurs avec Chase Claypool, Miles Boykin, etc., mais peut-être pas de receveurs capables d'avoir ce volume à la réception. Et là, par contre, le slot, j'ai aucun souci là-dessus. C'est parmi les receveurs, notre meilleur poste, si je peux le dire comme ça, avec Jaden Greathouse et Jordan Faison, deux joueurs qui ont éclaboussé l'équipe, qui ont de leur talent cette dernière saison, en tant que freshman en plus, ce qui est d'autant plus impressionnant. Et eux vont se régaler. Et ça serait les deux joueurs que je vous conseillerais de suivre, parce que ce sont des joueurs qui ne proviennent pas du portail des transferts, qui sont des joueurs de Notre-Dame, qui sont là depuis le début. Et évidemment, il y a toujours une attache, je veux dire, un petit peu plus importante quand ces joueurs viennent de chez soi. Et le troisième sera Jaden Harrison, qui vient de Marshall, mais qui retournera aussi les coups de pied, qui était All-American l'an dernier à Marshall pour les coups de pied retournés. Et voilà, on ajoute encore de la menace à tous les pans de notre attaque. Chez les tight ends, alors on a des super tight ends, mais beaucoup blessés. Mitchell Evans devrait manquer les premiers matchs, lui qui était l'un des meilleurs tight ends du pays l'an dernier. Alors ceux qui le suppléeront dans un premier temps seront Eli Raridon et Cooper Flanagan. Eli Raridon a un talent certain. Le problème, c'est qu'il s'est fait 2 fois les ligaments du croisé du genou. Faudra voir comment il revient de ces 2 blessures. On est optimiste. Il a fait un bon spring game, il fait des bons entraînements, mais il joue à moitié. Voilà, le staff médical le réserve parce que quand tu te fais 2 fois les genoux, que tu fais 2 mètres, que tu fais 120 kilos, les genoux dégustent.
Mais je serais vraiment heureux qu'il fasse une très bonne saison parce que je pense que c'est celui qui a l'upside le plus évident. Maintenant, passons à la O-line. Alors la O-line, j'ai aucun doute sur nos centres et nos gardes, hein, avec au centre Ashton Craig qui s'est révélé l'an dernier et au poste de garde Pat Coogan, Billy Schroth ou Rocco Splindler. Il faudra faire un choix parmi ces trois pour prendre ces deux positions, mais j'ai aucun souci là-dessus. C'est plutôt chez les tackles où c'est un petit peu compliqué parce qu'on perd Joe Alt et Blake Fisher. Alors au poste de left tackle, ça devrait être Charles Jagusa qui sera trop sophomore, qui a joué seulement un match l'an dernier. C'était le Sun Bowl face aux Beavers d'Oregon State. Lui aussi, c'est un joueur qui était pas loin d'être 5 étoiles, qui a le physique, la taille pour la NFL, mais maintenant, il faut travailler sa technique pour devenir immédiatement une bonne protection pour notre quarterback Riley Leonard, parce que il en aura besoin. Leonard s'est blessé l'an dernier, et si celui qui te protège du mauvais côté est mauvais, bah c'est une évidence, hein, c'est un truisme pour vous fans de college de football américain, mais ça aggravera son risque de blessure. Et au poste de tackle droit, c'est Tosh Baker qui devrait être titulaire à moins qu'il y ait un changement durant les summer camps. Tosh Baker, ça fait longtemps qu'il est dans le programme, c'est sa dernière saison à Notre-Dame, et voilà, c'est son ultime chance de montrer pourquoi il était une aussi haute recrue du cru. Je pense que ça devait être 2020 ou 2019, ça commence à remonter, hein, c'est les joueurs qui sont en 6e année, 5e ou 6e, je dirais peut-être 6e, ouais, grâce au Covid. Voilà, et puis lui, s'il fait pas le taf derrière, t'as Emil Wagner et Gerby Lambert, un true freshman qui pourrait espérer avoir sa place. Passons à la défense. Alors la défense, Notre-Dame s'avance avec l'une des meilleures défenses du pays. Là où l'attaque, voilà, on a cet espoir et on a ce potentiel. En défense, ce potentiel est certain, à commencer par le retour de nos deux defensive tackles, Howard Cross et Riley Mills, l'un des meilleurs duos du pays. Voilà, tout simplement. Je pense que voilà, beaucoup de lignes défensives aimeraient avoir ce duo. La question se porte plus sur la rotation, savoir voilà, qui derrière va être ce troisième. Ça devrait se jouer entre Gabriel Rubio, Jason Onier et Donovan Inish. Rubio qui avait été absent au printemps parce qu'il avait des problèmes de notes. Ses notes n'étaient pas assez bonnes, mais il a bossé. Il sera de retour pour les camps cet été. Sa présence sera évidemment nécessaire. Tu peux pas faire une saison de college football, surtout à 15 ou 16 matchs, avec seulement deux joueurs à ce poste si important. Chez les defensive ends, on voit l'arrivée de R.J. Oben en provenance de Duke, dont Joe Alt a dit en 2023 qu'il était le meilleur joueur qu'il avait affronté. Si Joe Alt dit ça, je fais confiance à Joe Alt. Un superbe joueur voilà, à Duke. Maintenant, il va falloir remplacer Javonte Jean-Baptiste et Nana Ofaso-Mensah sur notre poste de Viper. Vous savez, notre poste de Viper, c'est un joueur, un pass rusher qui s'occupe quasiment que de ça, très peu du run stop, mais seulement d'aller plaquer, d'aller saquer le quarterback, et un joueur qui est capable de drop avec les linebackers. Alors, il n'y a pas de titulaire indiscutable. Il y a 3 joueurs qui sortent du lot, qui devraient se battre pour avoir ce poste de titulaire. C'est Jordan Botelho, qui l'était l'an dernier, qui a fait une bonne saison, mais pas autant, pas au niveau de ce qu'on attendait, et surtout, il n'a pas su remplacer Isaiah Foskey. Bon, vous allez me dire, c'était compliqué de remplacer Isaiah Foskey vu ces saisons qu'il a faites à Notre-Dame. Mais voilà, il y a beaucoup d'espoir. Et après, tu as Josh Burnham et Boubacar Traoré, 2 joueurs au physique pour le poste, mais qui doivent encore bosser leur technique et, j'ai envie de dire, leur régularité, au même titre que Jordan Botelho, pour s'imposer en titulaire indiscutable. Chez les linebackers, on perd 2 titulaires, J. Bertrand et Mauricio Fao. On voit le retour de Jack Kaiser qui jouait rover l'an dernier, mais qui devrait prendre le poste de middle linebacker en 2024. On a plein de joueurs hyper talentueux. Ça, Notre-Dame, on a toujours eu d'excellents linebackers. Maintenant, il faut que ces joueurs qui ont eu un peu de temps de jeu l'an dernier s'imposent en tant que titulaires. Il y a quand même un gap entre jouer 15-20 snaps par rencontre et en jouer 30, 40, voire 50. J'ai confiance parce que Marcus Freeman était un linebacker, était un coach de linebacker. Notre coordinateur défensif, Al Golden, est un coach de linebacker aussi.
Et puis vu le talent, ça devrait le faire. Maintenant, il faut savoir qui va prendre ces deux places. Alors, ça parle de Jalen Sneed au poste de Will, l'un de nos seuls 5 étoiles du roster. Et pourquoi pas Kingston Williamu Assa, star à Saint John Bosco l'an dernier en high school, qui pourrait avoir beaucoup de temps de jeu dès sa première saison parce qu'il est déjà physiquement prêt. Et puis, il avait été tellement fort là-bas dans la Trinity League en high school que il sera difficile de se passer de lui cette année. T'as Drake Bowen aussi qui pourrait peut-être, pourquoi pas, prendre notre poste de middle linebacker et ce qui mettrait Jack Kaiser au poste de rover, hein, qui est utilisé dans la formation nickel. Et pourquoi pas Jaden Osbury, un joueur en provenance de Baton Rouge là qui sera trop sophomore et qui fait aussi de très belles choses ce printemps. Euh, voilà, ça c'est aussi les points, voilà, pour les fans de Notre-Dame, peut-être moins pour les autres, mais pour les fans de Notre-Dame, c'est un pan très important de la saison qui arrive. Voilà, ce qui nous intéresse particulièrement. Chez les cornerbacks, est-ce qu'on peut faire mieux? Benjamin Morrison, même s'il n'a pas joué du tout du printemps parce il s'est blessé à l'épaule, il sera là évidemment pour la saison, hein, pour le match d'ouverture face à Texas A&M. Lui, titulaire indiscutable, l'un des meilleurs cornerbacks du pays, appelé à être pris au premier tour de la draft 2025, au moins dans le top 1. Benjamin Morrison sera assisté au poste de cornerback numéro 2, certainement de Christian Gray, un joueur ultra talentueux, aussi une très très bonne recrue de Marcus Freeman, ou de Jaden Mickey. Ça fait 3 bons cornerbacks, les 3 vont tourner. Et vraiment, là, je dors sur mes... non, mais vraiment, je vous le dis, Et quand on connaît un petit peu l'histoire récente de Notre-Dame, le poste de cornerback n'a jamais été vraiment notre point fort. C'était plutôt la O-line, les tight ends, les linebackers. Et là, je le dis sans aucun doute, ce poste de cornerback est le meilleur et la meilleure escouade de cet effectif. Au poste de nickel, on aura certainement Jordan Clark qui arrive en provenance d'Arizona State, qui remplace Thomas Harper. Le rôle de nickel cornerback très très important dans la défense d'Al Golden. Et au poste de safety, on voit le retour de Xavier Watts, le vainqueur du Bronco Nagurski Award, qui est le trophée, voilà, le prix qui récompense le meilleur défenseur du college football. Il a reçu en 2023. Et la question, ça sera plutôt de savoir qui sera à côté de lui. Alors, il y a Rod Hurd qui arrive en provenance de Northwestern, notre dernier joueur qui arrive du portail des transferts, ou sinon Adon Schuler, Ben Minich ou Luke Talish, un ancien Walcon qui a obtenu sa bourse. Il y a du talent, mais il faudra trouver quelqu'un pour mettre aux côtés de Xavier Watts, un profil plus physique, et ça tombe bien, les 4 que je viens de vous citer seraient les parfaits compléments de notre star Xavier Watts. Chez les équipes spéciales, Mitch Jeter qui arrive de South Carolina, et au niveau du punter, c'est un petit peu plus compliqué puisque Bryce McPherson a rejoint Maryland. Ce sera quelque chose qu'il faudra regarder dès les premiers matchs l'an prochain, en 2024. Je vous propose de passer au calendrier. Faudra pas déconner, il faudra être fort dès le début parce que le 31 juillet, le samedi 31 août, non, le college football ne reprend jamais en juillet, le college football reprend en août, nous nous déplacerons au Kay-Field de College Station pour affronter Texas A&M. L'un des matchs les plus importants de cette week 1, et c'est ce match qui lancera notre saison. Riley Leonard va retrouver Mike Elko, le nouveau coach des Aggies, et voilà, ce sera le match le plus important de ce début de saison qui permettra en fait de voir là où on en est et si on peut aspirer à faire de grandes choses, ce dont les fans de Notre-Dame espèrent. Après, réception de Northern Illinois, déplacement à Purdue, réception de Miami à Ohio, hein, les Redhawks, pas les Hurricanes. On reçoit à Louisville, à Notre-Dame le 28 septembre, hein, pour la revanche de l'an dernier. Puis après, on reçoit Stanford après une bye week. On se déplace à Georgia Tech. Enfin, on se déplace pas exactement à Georgia Tech, même si c'est un match à l'extérieur. Nous jouerons au Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta. Puis nous affronterons à domicile Navy, mais officiellement, ça sera... le match est à domicile officiellement, mais il sera au MetLife des Jets et des Giants de New York. Une dernière bye week avant de recevoir Florida State, de recevoir Virginia, de se déplacer à Army. Et ce match à Army, en fait, sera au Yankee Stadium, hein, pour
les 100 ans des Four Horsemen. Je vous raconterai certainement cette histoire, peut-être dans un podcast ou dans un article. Donc, on affronte 2 fois cette année une académie militaire. Moi, je suis pas trop fan, mais voilà, c'est 2 matchs, on va dire, à vocation historique. Et enfin, comme d'habitude, le dernier match de la saison. En général, c'est quand on joue à USC. Quand on joue à USC au Coliseum, c'est souvent le dernier match de la saison. Le 30 novembre face aux Trojans, sans Caleb Williams, ce sera aussi un match très important. Et puis peut-être que ce match nous donnera notre place pour les College Football Playoffs, parce que les College Football Playoffs sont l'objectif de Notre-Dame. Je dirais même que c'est un objectif. Tout autre résultat sera une saison décevante pour Notre-Dame. Et l'objectif serait plutôt d'arriver à la session, parce que je rappelle que nous ne pouvons pas arriver quatrième, troisième, deuxième ou premier, puisque Notre-Dame est indépendant et ne fait partie d'aucune conférence. Donc voilà, aller chercher ce premier match à domicile dans le cadre de ces playoffs, c'est vraiment l'objectif, et pourquoi pas espérer plus, parce que Notre-Dame a le talent, on a la défense, on a l'attaque, les playmakers, on a un superbe coordinateur offensif et un superbe coordinateur défensif, peut-être aussi l'un des meilleurs duos du pays. On a vraiment des raisons d'espérer. Je crois au fait que Marcus Freeman a pris de l'expérience avec les défaites des 2 dernières saisons. Son effectif n'a jamais été aussi bon, parce qu'on n'a jamais aussi bien recruté, on va dire dans l'ère moderne du college football, parce que dans les années 80, 70, 90, personne on recrutait comme aujourd'hui on recrute Georgia, Alabama, etc. Mais ce n'est plus le cas. Voilà, il faut avancer, et je pense que nous sommes donnés tous les moyens, voilà, de réussir et d'aller loin. Maintenant, il faut concrétiser. Et moi, je partirais sur un pronostic de 11-1 avec un 12-0 en ligne de mire qui est tout à fait atteignable. Et évidemment, premier tour à domicile pour les College Football Playoffs avec, allez, pourquoi pas l'objectif d'aller en demi-finale. Je pense qu'on a le potentiel. Si cette année, on ne croit pas à cette demi-finale de playoff, voire à cette finale, on n'y croira pas souvent. Et c'est pourquoi je suis très optimiste, et je pense pas comment expliquer, me créer un karma, là, me prendre un retour de karma en ayant cet optimisme. On peut l'être en toute objectivité, et c'est mon cas actuellement. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette preview. Si vous voulez en savoir plus sur Notre-Dame, je vous invite à aller écouter l'épisode de 3 heures que vous retrouverez sur notre plateforme, nos plateformes d'écoute. Et sinon, d'aller écouter toutes les autres previews d'Elio. Et voilà. Salut tout le monde.